Quand j'ai pris le téléphone pour demander à mon fils Max quand il comptait se marier, ma fille Lina m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un large sourire. « Oh, nous nous sommes déjà mariés hier. Nous n'avons invité que des personnes spéciales. » Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Des personnes spéciales. Moi, qui pendant 3 ans avais payé leur loyer mensuel de 5 cents, acheté chaque meuble de leur maison et rempli leur réfrigérateur quand ils n'avaient plus rien à manger. Je n'étais donc pas une personne spéciale. J'étais là, debout dans le salon de ma propre maison, tenant le téléphone comme s'il pesait une tonne, regardant mon fils éviter mon regard pendant que Lina s'installait confortablement sur le canapé que j'avais acheté pour eux. La robe bleue et verte que j'avais achetée pour leur mariage dormait inutilement dans ma chambre, à côté des chaussures neuves et de mon illusion d'être présente au plus beau jour de la vie de mon unique fils. J'avais dépensé 200 $ pour cette robe en imaginant combien je serais belle sur les photos du mariage, des photos où je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines, j'avais tout préparé dans les moindres détails. J'avais même prévu de leur offrir 1000 $ comme cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur Diana à Chicago pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble, pensant qu'il viendrait peut-être fêter avec moi après la cérémonie. Tout cela s'est effondré en une seconde avec ces 4 mots. Seulement des personnes spéciales. Max a finalement levé les yeux et dit d'une voix hésitante. « Maman, c'était quelque chose d'intime, très petit, juste nous deux et les témoins. » Mais je savais qu'il mentait. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Lina poser fièrement aux côtés des jeunes mariés. J'ai vu ses frères lever leur verre de champagne. J'ai vu Lina en robe blanche, robe que j'avais contribué à financer avec les 800 $ que je lui avais donnés le mois précédent pour ses dépenses personnelles. J'ai tout vu. Tout ce que je n'aurais pas dû voir. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Lina m'a appelé avec une voix complètement différente. Ce n'était plus la femme sûre d'elle qui m'avait exclue de son mariage. Elle paraissait désespérée, presque suppliante. « Renate, le loyer est en retard. Le propriétaire nous menace de nous expulser si on ne paie pas cette semaine. Tu as oublié de faire le virement. » Sa voix tremblait, comme si le monde s'écroulait. Je suis restée silencieuse quelques secondes, me souvenant de toutes les fois où j'étais allée à la banque pour faire ce virement, de toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour qu'ils aient un toit sur la tête, de toutes les fois où j'avais mangé des pâtes et du riz pour pouvoir leur donner de l'argent. Et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils osaient m'appeler comme si de rien n'était. « Lina », ai-je dit d'une voix calme, même pour moi surprenante, ne t'ai-je pas prévenu que je n'aidais que les personnes spéciales? Le silence de l'autre côté du combiné était si profond que j'entendais battre mon propre cœur. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, mais elle. « Renate, je ne comprends pas, dit-elle. Nous avons toujours été spéciaux pour toi. Tu es comme une seconde maman pour moi. » Mensonges. Tous des mensonges. Cette voix douce, elle ne la prenait que lorsqu'elle voulait quelque chose, de l'argent pour la robe de mariage, pour l'anniversaire, pour les alliances, tout ce que j'avais payé sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où ils les échangeraient. Pendant tant d'années, j'ai eu cette impression d'avancer sur des œufs, pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, espérant obtenir une miette d'affection de mon propre fils. J'ai été la mère parfaite, la belle-mère docile, la pourvoyeuse silencieuse qui ne se plaignait jamais même lorsqu'on me traitait comme si je n'existais pas. Mais cette phrase, seulement des personnes spéciales, a réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis trop longtemps. J'ai calculé dans ma tête tout l'argent que j'avais dépensé pour eux en 3 ans, le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences, les factures, plus de 20 000 $. 20 000 $ que j'avais puisés dans mes économies, dans ma pension, dans l'héritage que mon mari défunt m'avait laissé pour vivre mes dernières années en paix. Et tout ça, pour être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils. Cette nuit-là, assise sur mon lit,
j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration, de toutes ces humiliations accumulées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où on m'a fait sentir que mon amour ne valait rien, que ma présence était un fardeau, que mon argent était la seule chose qu'on attendait de moi. J'ai pleuré pour la mère idiote que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en voulant se rendre indispensable à ceux qui ne la considéraient pas ainsi. Le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison. C'était plus profond, plus froid. Je me suis regardée dans le miroir, les mêmes yeux fatigués, les mêmes rides racontant des années de sacrifice. Mais dans mon regard brillait désormais une détermination nouvelle. Je suis allée à la cuisine, j'ai préparé mon café comme je le fais depuis 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Max pour lui demander comment il avait dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone dans l'attente d'un message d'excuse. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais ma propre priorité. Je me suis assise à la table où j'avais tant planifié pour eux, les fêtes, les dépenses, les cadeaux, et j'ai ouvert mon carnet, mes relevés bancaires, pour faire les comptes. 500$ de loyer par mois pendant 36 mois, 18 000 $. 200$ de nourriture et d'achats divers par mois, 7200 $. Cadeaux de Noël, d'anniversaire et de mariage, 3000 $. Urgence médicale, 800 $. Assurance voiture, 2500 $. Réparation du climatiseur, 600 $. Ameublement, 1200 $. 33 400 $. Voilà la somme exacte de ma générosité. 33 400 $ partis en fumée pour entretenir 2 adultes qui ne me respectaient même pas. Le téléphone a sonné, c'était Max. D'habitude, mon cœur aurait battu fort à l'idée qu'il veuille me parler. Mais cette fois, je l'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis silence. 10 minutes plus tard, c'était Lina. Je n'ai pas répondu non plus. Puis un message est arrivé. Maman, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Je l'ai supprimé sans répondre. À 14 heures, j'ai décidé d'aller marcher. Sans but, juste pour moi. Je me suis rappelé les promenades avec Max quand il était petit. Ce garçon qui me serrait fort en me disant que j'étais la meilleure maman du monde. À quel moment cet enfant était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur automatique avec des sentiments? Je suis entrée dans la banque. Le directeur, Monsieur Klein, m'a reconnu et m'a salué avec un sourire bienveillant. Il avait vu défiler, mois après mois, tous mes virements vers le compte de Max et Lina. Monsieur Klein, ai-je dit calmement, je veux annuler tous les virements automatiques. Il m'a regardé, surpris. Êtes-vous sûre, Madame Richter? Il y a un problème. Non, ai-je répondu. J'ai simplement ouvert les yeux. Je lui ai demandé aussi comment protéger mes comptes. Pendant qu'il faisait les démarches, mon téléphone n'a cessé de sonner. Max, Lina, Max encore. Ils avaient comme un radar pour sentir que leur source d'argent était en danger. J'ai fini par éteindre mon téléphone. Monsieur Klein m'a tendu les papiers et a dit doucement. Madame Richter, pardonnez-moi si je me permets, mais je vous ai toujours trouvée très généreuse avec votre famille. J'espère que vous ne subissez aucune pression. Ces mots m'ont ému. Cet homme, presque un étranger, me montrait plus d'humanité que mon propre fils. Non, Monsieur Klein, ai-je dit. Pour une fois, je ne me mets plus la pression. En sortant de la banque, je me suis sentie légère. Libre. Pour la première fois depuis des années, mon argent m'appartenait. Quand je suis rentrée, 3 voitures étaient garées devant chez moi, celle de Max, celle de Lina et une que je ne connaissais pas. Je voyais des silhouettes bouger à travers les fenêtres. Ils avaient les clés, celles que je leur avais données en pensant qu'ils prendraient soin de moi un jour. J'ai respiré profondément et ouvert la porte. Max était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Lina faisait les 100 pas, nerveuse.
Un homme plus âgé feuilletait mes papiers sur la table de la cuisine. Que se passe-t-il ici? Ai-je demandé d'une voix ferme. Tous m'ont regardé comme si j'étais une étrangère. Renate, dit Lina avec empressement, merci à Dieu que tu sois là. Nous devons parler. Voici Monsieur Fischer, un avocat de famille. Mon avocat, ai-je répété calmement. Pour quelle raison aurais-je besoin d'un avocat? Maman, dit Max, la banque nous a dit que tu avais tout annulé. On s'inquiète pour toi. L'homme s'est avancé, la main tendue. Madame Richter, je suis le maître Fischer. Vos enfants se préoccupent de votre santé mentale. Ils m'ont demandé d'évaluer la situation. Je ne lui ai pas serré la main. J'ai ramassé mes papiers. Ce sont mes documents personnels. Vous n'avez pas le droit de les consulter. Max a soupiré. Maman, ton comportement est étrange. Tu as coupé tout contact, tu refuses de parler. On pense que tu as besoin d'aide. Lina s'est approchée, faussement douce. Renate, ma chérie, la solitude peut te peser plus que tu ne crois. À ton âge, la confusion est normale. Ce mot, confusion, a résonné comme une alarme dans ma tête. J'ai compris. Il voulait me faire passer pour folle afin de contrôler mon argent. Je ne suis pas confuse, ai-je dit d'une voix glaciale. Je suis plus lucide que jamais. Et maintenant, sortez de ma maison. Madame Richter, tenta de dire l'avocat, vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils estiment que vos décisions financières ne sont plus rationnelles. Je me suis mise à rire. Un rire sec, sans joie. Irrationnel. Vous appelez ça irrationnel de refuser qu'on me vole? Lina a pâli. Nous ne t'avons jamais maltraité, Renate. Tu fais partie de la famille. Tout ce que tu as finira par nous appartenir de toute façon. Voilà. La vérité nue. Pour eux, j'étais déjà morte. Ils ne faisaient qu'avancer l'héritage. Dehors, ai-je dit en désignant la porte. Tous les trois. Dehors. Max s'est levé, furieux. Maman, tu ne peux pas faire ça. On a des obligations, le loyer, la voiture, la carte de crédit. Tu ne peux pas nous couper du jour au lendemain. Ah non, ai-je répondu en haussant la voix pour la première fois. Qui dit que je ne peux pas? Pendant des années, j'ai payé un loyer qui ne portait même pas mon nom, rempli un réfrigérateur dans une maison où je n'étais pas la bienvenue, financé une vie qui n'avait aucune place pour moi. Et aujourd'hui, c'est terminé. Le maître Fischer sortit une chemise de son sac et la posa sur ma table. Madame Richter, dit-il d'un ton professionnel, nous avons préparé quelques documents qui pourraient faciliter cette transition. Il s'agit d'une procuration permettant à Max et Lina de gérer vos finances plus efficacement. Ce serait simplement temporaire, le temps que vous alliez mieux. Je pris la chemise, sans même l'ouvrir, la glisser directement dans mon sac à main. La seule transition qui aura lieu ici, dis-je froidement, sera la vôtre vers la porte d'entrée. Lina se mit à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de colère contenue. Tu ne peux pas nous faire ça, Renate. Nous comptions sur toi. Nous avons fait des plans en fonction de ton aide. Nous avons acheté des choses, pris des engagements financiers, parce que nous savions que nous pouvions compter sur toi. Des engagements fondés sur mon argent, ai-je répliqué, pas sur mon bien-être, ni sur mon bonheur, ni sur ma présence. Seulement sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent devait enfin servir à ma propre vie, je deviens soudain une vieille femme confuse, prétendument incapable de gérer ses affaires. Max fit un pas vers moi, mais je reculai. Ce n'était plus le petit garçon qui courait dans mes bras après un cauchemar. C'était un homme de 35 ans qui voyait en sa mère un obstacle entre lui et une vie confortable financée. « Maman, dit-il d'une voix qu'il voulait sans doute pleine de remords, nous avons fait des erreurs. Le mariage a été un malentendu. Lina était nerveuse, sous pression. Nous pouvons arranger les choses si tu redeviens raisonnable. » Raisonnable.
Ce mot sonnait faux dans ma bouche. Être raisonnable signifierait continuer à payer leur vie tout en acceptant d'être traité comme une étrangère. Cela signifierait faire semblant de ne pas souffrir d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon fils unique. Le maître Fischer rassembla ses papiers avec la froide efficacité de quelqu'un habitué à voir ses propositions refusées. « Madame Richter, dit-il, ce n'est pas terminé. Votre famille dispose d'options légales. Si vos décisions sont réellement irrationnelles à cause de troubles mentaux, un tribunal peut juger que vous avez besoin d'un tuteur légal. » Ces mots furent comme un coup porté en plein cœur. Je compris alors que ce n'était pas seulement une visite manipulatrice, mais une menace juridique. Il voulait me faire passer pour incompétente afin de contrôler mon argent. « Maître Fischer, dis-je en le fixant droit dans les yeux, je vous conseille vivement de faire vos recherches avant de menacer une femme de 71 ans qui gère ses finances seule depuis 40 ans, qui a élevé son fils après la mort de son mari, qui a travaillé honnêtement toute sa vie jusqu'à sa retraite, et qui, jusqu'à la semaine dernière, soutenait financièrement 2 adultes parfaitement capables. » Lina cessa de pleurer et me lança un regard glacial qui révélait enfin son vrai visage. « Cela ne restera pas sans suite, Renate. Nous avons des droits, et des avocats aussi. »« Parfait, » répondis-je calmement. « Trouvez-en autant que vous voudrez, avec votre propre argent bien sûr, car le mien n'est plus disponible pour financer vos caprices juridiques. » Ils quittèrent la maison, le visage empreint de cette dignité blessée propre à ceux qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Avant de sortir, Max se retourna vers moi. « Maman, ça va très mal finir pour toi. Tu vas finir seule, sans personne pour s'occuper de toi quand tu en auras vraiment besoin. »« Max, » répondis-je avec une profonde tristesse, mais aussi une clarté absolue, je suis déjà seule. La différence, c'est que désormais, c'est par choix, et non à cause de ta négligence. Quand je refermai la porte derrière eux, je restai immobile, entourée par le silence que je connaissais depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. Non pas par tristesse, mais à cause de l'adrénaline d'avoir enfin repris le contrôle de ma propre vie. Allongée sur le lit, je planifiais mes prochains pas comme un général avant une bataille. Si Max et Lina voulaient se battre, je leur livrerais une guerre, mais une guerre menée avec intelligence, pas avec des émotions. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillée et prête. Ma première étape fut de me rendre au cabinet de mon avocat, Maître Weber, que je connaissais depuis qu'il avait géré la succession de mon mari. Contrairement à Maître Fischer, celui-là avait une réputation irréprochable et se spécialisait dans la protection des droits des personnes âgées. « Madame Richter, » dit-il après m'avoir écouté, « ce que vos enfants ont tenté de faire hier est plus courant que vous ne le pensez. Cela s'appelle un abus financier envers une personne âgée, et c'est un crime fédéral. Le fait qu'il soit entré chez vous sans autorisation et ait fouillé vos documents privés constitue également une infraction. » Ces paroles me calmèrent et m'inquiétèrent à la fois. Elles me calmèrent parce qu'elles confirmaient que je n'étais pas folle, que ce que j'avais vécu était bien réel et inacceptable. Elles m'inquiétèrent parce que je réalisais que la situation était plus grave que je ne le croyais. « Nous devons tout documenter », poursuivit Maître Weber. « Chaque virement, chaque cadeau, chaque fois qu'ils vous ont mis sous pression. Nous allons également modifier votre testament pour protéger vos biens contre d'éventuelles manipulations futures. » Nous passâmes 3 heures à examiner mes relevés financiers. Quand il vit la somme totale, 33 400 $ en 3 ans, il secoua la tête. « Madame Richter, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager et profiter pleinement de votre retraite. Au lieu de cela, vous avez financé la vie de 2 adultes qui ne vous ont même pas invité à leur mariage. » En sortant de son bureau, j'avais un plan clair. D'abord, changer toutes les serrures de ma maison. Ensuite, installer un système de sécurité avec caméra. Puis, ouvrir un nouveau compte dans une autre banque, hors de leur portée. Enfin,
commencer à vivre la vie que j'avais tant repoussée. Je me rendis à la quincaillerie du quartier. Le propriétaire, Monsieur Sommet, me connaissait depuis des années, car j'y achetais souvent des outils pour réparer l'appartement de Max et Lina. Mais cette fois, c'était différent. Madame Richter, dit-il, encore une urgence pour votre fils. Non, répondis-je avec un léger sourire. Cette fois, c'est pour moi. Je veux changer toutes les serrures et je veux la meilleure qualité possible. Il me regarda avec surprise, mais ne posa pas de questions. Pendant que je choisissais le matériel, son fils Ethan, installateur de systèmes de sécurité, s'approcha. C'était la providence en action. Ethan, dis-je, j'ai besoin d'un système complet de vidéosurveillance. Le prix n'a pas d'importance. Pendant qu'il prenait les mesures, je reçus un appel d'un numéro inconnu. C'était Lina, qui utilisait sans doute le téléphone de quelqu'un d'autre. Renate, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas. Nous devons parler calmement. Je t'écoute, dis-je d'un ton neutre. Écoute, je comprends que tu sois fâchée à cause du mariage. C'était une erreur. Max et moi voulons nous rattraper. Que dirais-tu d'une petite célébration avec toi? On pourrait cuisiner ensemble, comme avant. La manipulation dans sa voix était si évidente que j'eus presque envie de rire. Lina, combien dois-tu de loyer exactement? Un silence gêné suivit. Eh bien, 2 mois, soit $1000, mais je ne t'appelle pas seulement pour ça. Tu nous manques. Je lui demandai calmement, je vous manque, moi, ou mon argent? Les deux, répondit-elle avec une franchise désarmante. Oui, nous avons besoin de ton aide, mais nous t'aimons aussi. Tu es importante pour nous. Si je suis si importante, dis-je, pourquoi ne l'étais-je pas assez pour être invitée à votre mariage? Pourquoi ne suis-je jamais assez importante pour recevoir un appel qui ne demande pas d'argent? Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Elle ne répondit pas. Nous savions toutes de la vérité. Jamais. Lina, écoute-moi bien. Pendant 3 ans, vous m'avez utilisé comme un distributeur automatique avec des sentiments. Vous m'avez ignoré, humilié et finalement trahi de la pire des manières. Maintenant que l'argent n'arrive plus, vous découvrez soudain que vous m'aimez. Renate, je t'en prie, commença-t-elle. Il n'y a pas de je t'en prie, répondis-je sèchement. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je n'étais pas assez spéciale pour être là le jour de ton mariage. Aujourd'hui, je fais le mien. Je raccrochai, puis j'éteignis mon téléphone. Je ne voulais plus d'interruption dans ma journée de libération. Cet après-midi-là, je me rendis enfin au salon de beauté, celui où je n'étais pas allée depuis plus d'1 an. J'avais toujours annulé mes rendez-vous pour eux, parce qu'il y avait toujours une urgence, toujours une facture à payer. Madame Richter, s'exclama Cynthia, ma coiffeuse préférée, quelle surprise. Je pensais que vous nous aviez oubliés. Je ne vous ai pas oublié, répondis-je en souriant. J'avais seulement oublié que je mérite aussi de prendre soin de moi. Je me fis coiffer, colorer les cheveux, faire les ongles. Pour la première fois depuis des années, je dépensais de l'argent pour moi sans culpabilité. Cynthia me parla de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. Cela faisait du bien d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour de Max et Lina. Vous êtes magnifique, dit-elle à la fin. Mais surtout, vous avez l'air libre. Oui, répondis-je avec un vrai sourire. J'ai enfin appris à dire non. En rentrant chez moi, je remarquai une voiture inconnue devant ma porte. Mon cœur accéléra un instant, craignant que Max et Lina soient revenus. Mais en m'approchant, je vis une femme âgée assise sur les marches. « Madame Richter ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est moi. Je suis Eleanor Brox, votre voisine. Nous habitons ici depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de parler. Hier, j'ai entendu des voix fortes et je me suis inquiétée. Tout va bien ? » Sa sincère inquiétude me toucha profondément. « Venez, Madame Brox. Je vais vous faire un café,
et je vais vous raconter une histoire que vous ne croirez pas. Je lui racontai tout. Elle m'écouta en silence, émue, hochant parfois la tête. Quand j'eus terminé, ses yeux étaient pleins de larmes. « Vous avez bien fait, dit-elle. J'ai vécu la même chose avec ma fille il y a 5 ans. Moi aussi, j'ai cru que c'était mon devoir de financer sa vie. Moi aussi, j'ai cru qu'elle ne m'aimerait plus si je disais non. Et qu'avez-vous fait ? Demandai-je. J'ai tout arrêté. Les 6 premiers mois ont été horribles. Mais un jour, ma fille m'a appelé pour s'excuser. Aujourd'hui, nous avons une vraie relation, fondée sur l'amour, pas sur l'argent. » Ces paroles m'apportèrent une paix inattendue. Pensez-vous que Max et Lina comprendront un jour ? Peut-être oui, peut-être non, répondit-elle doucement. Mais ce n'est plus votre responsabilité. Votre responsabilité maintenant, c'est de vivre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je m'endormis sans penser au loyer de Max et Lina, ni à leur repas, ni à leurs projets. Je m'endormis en pensant à moi, à mes rêves, à mon avenir. Et je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis très longtemps. C'était comme si tu étais un simple prestataire de service, pas une personne. Ces paroles m'ont blessée, mais c'était une douleur nécessaire, comme celle qu'on ressent quand un médecin nettoie une plaie infectée. Ça fait mal, mais c'est le début de la guérison. Tu sais ce que j'ai aussi remarqué ? Dit Diana. Lina parlait toujours de toi au futur. Quand Renate ne sera plus là, on pourra rénover sa maison, ou, quand on héritera, on investira dans l'entreprise. C'était comme s'ils attendaient ta mort pour enfin vivre. Cette révélation m'a frappée comme une douche froide. Ils ne me voyaient pas seulement comme un distributeur automatique, mais comme un obstacle temporaire entre eux et l'argent. Pendant que j'essayais de les rendre heureux, ils planifiaient un avenir où je n'existerais plus. Après avoir parlé avec Diana, je me suis assise dans ma cuisine pour réfléchir à tout cela. Des années de mariage avec un homme qui m'aimait vraiment, 35 années à élever seul mon fils après la mort de mon mari et 3 années à financer 2 adultes qui me considéraient comme un obstacle de $100 000. La sonnette a retenti. Sur les caméras, j'ai vu qu'il s'agissait d'Eleanor avec un gobelet à la main. J'ai ouvert la porte et elle m'a tendu un café chaud. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un peu de compagnie après tout ce que tu m'as confié hier, m'a-t-elle dit avec ce sourire que j'avais appris à apprécier. Nous nous sommes assises dans mon salon et Eleanor m'a raconté sa propre expérience. Ma fille m'a dit exactement les mêmes mots que Lina te dit à toi. Tu es comme une seconde mère pour moi, nous sommes spéciales pour toi, tout sera à nous un jour de toute façon. Ce sont des phrases répétées, Renate, apprises dans le même manuel de manipulation émotionnelle. Tu crois qu'un tel manuel existe ? Ai-je demandé en plaisantant à moitié. Pas officiellement, mais on dirait qu'ils lisent tous le même livre. Le premier chapitre s'intitule « Fais-lui croire qu'elle est indispensable ». Le deuxième, « Crée des urgences financières ». Le troisième, « S'il y a résistance », parle de sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était une tristesse déguisée. Reconnaître ces schémas si prévisibles dans le comportement de nos propres enfants était à la fois douloureux et tragique. T'es-tu déjà senti coupable d'avoir coupé les vivres ? Ai-je demandé à Eleanor. Tous les jours pendant les 3 premiers mois, m'a-t-elle répondu honnêtement. Mais ensuite, j'ai vu les résultats. Ma fille a dû trouver un deuxième emploi. Son mari a arrêté de jouer au golf tous les week-ends et s'est mis à chercher un travail supplémentaire. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens et, surtout, ils ont appris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des années, visiter la tombe de mon mari. J'avais toujours trouvé des excuses pour ne pas y aller, car Max ou Lina avaient toujours une urgence où je préférais consacrer le prix du taxi à l'une de leurs soi-disant priorités. Le cimetière était calme et magnifique. La tombe de Robert paraissait un peu négligée, car je n'y étais pas venue depuis des mois. Je me suis assise à côté de sa pierre et je lui ai parlé comme s'il était encore là.
Robert, mon amour, je crois que je me suis perdue un moment. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie dans Max. Je voulais être la meilleure mère du monde, pensant qu'ainsi, il grandirait bien malgré l'absence d'un père. Mais je crois qu'en chemin, je me suis oubliée moi-même. Le vent soufflait doucement et, un instant, j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Ou peut-être a-t-il toujours été ainsi et je refusais de le voir. Sa femme est... Eh bien, tu sais comment elle est. L'argent que tu m'avais laissé pour vivre en paix, je l'ai dépensé pour eux. Mais c'est fini, mon amour. J'ai compris ma leçon. J'ai nettoyé sa tombe, changé les fleurs et je suis restée là encore 1 heure, savourant le calme. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas pressée de rentrer pour gérer une nouvelle crise de Max ou Lina. Mais quand je suis rentrée, 3 voitures étaient garées devant ma maison. Mon cœur s'est accéléré, mais cette fois j'étais prête. Les caméras montraient Max, Lina et 2 inconnus, visiblement agités. Je ne suis pas sortie de la voiture. J'ai appelé mon avocat, Monsieur Weber. Monsieur Weber, ils sont encore devant chez moi. Cette fois, ils ont amené d'autres personnes. Que dois-je faire? Ne sortez pas, Madame Richter. J'arrive immédiatement et j'appelle la police. Après notre conversation d'hier, j'ai déjà demandé une ordonnance restrictive. Ils n'ont pas le droit d'approcher votre propriété. Quelques minutes plus tard, il est arrivé avec 2 voitures de police. J'ai vu les agents parler à Max et Lina. Mon fils gesticulait avec colère, Lina pleurait, mais ses larmes ne m'atteignaient plus. Un agent s'est approché de ma voiture. Madame, vous pouvez sortir, c'est sans danger. Vos visiteurs vont partir immédiatement. Quand je suis sortie, Max a crié depuis la rue. Maman, c'est ridicule. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas appeler la police contre ton propre fils. Je lui ai répondu avec un calme qui m'a moi-même surprise. La famille ne menace pas les siens de procès pour incapacité mentale, la famille n'entre pas chez les autres sans permission et la famille ne traite pas sa mère comme un distributeur automatique. Lina a crié à son tour. Tu vas payer tout ce que tu nous dois. Nous avons les factures que tu as signées. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Monsieur Weber est intervenu. Toute communication future passera par mon bureau. Et je vous conseille de ne plus faire de menaces, car ma cliente possède tous les justificatifs de paiement volontaire effectués durant 3 ans. Je les ai vus repartir, abattus mais pas vaincus. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois je me sentais en sécurité. J'avais de l'aide professionnelle, le soutien émotionnel d'Eleanor, surtout, une clarté d'esprit que je n'avais plus eue depuis longtemps. Ce soir-là, Eleanor m'a invité à dîner chez elle. J'y ai rencontré sa fille, et j'ai vu de mes propres yeux ce qu'est une relation familiale saine. Elles se parlaient avec respect, s'écoutaient sincèrement, riaient ensemble. Sa fille n'a pas demandé d'argent une seule fois. J'aimerais avoir ça avec Max, ai-je confié à Eleanor. Tu l'auras peut-être un jour, m'a-t-elle répondu, mais d'abord, il doit apprendre que tu es une personne qui mérite le respect, pas une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis couchée avec de l'espoir. Les jours suivants furent étrangement calmes. Les caméras montraient Max et Lina passer plusieurs fois par jour devant ma maison, parfois en voiture, parfois en s'arrêtant quelques minutes, comme s'ils étudiaient mes habitudes. Monsieur Weber m'avait recommandé de tout noter. Leur insistance jouera en notre faveur, m'avait-il dit. Chaque fois qu'ils apparaissent après avoir été prévenus, cela renforce notre dossier pour une interdiction définitive. Le mardi matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, la sonnette a retenti. Sur les caméras, une jeune femme élégamment vêtue, un sac à la main, souriait poliment. Je ne la connaissais pas, mais sa posture indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite. Bonjour, Madame Renate Richter. Je suis assistante sociale au bureau des services aux personnes âgées.
Nous avons reçu un signalement indiquant que vous pourriez être en danger, et nous devons effectuer une évaluation de bien-être. Mon sang s'est glacé. Max et Lina étaient passés à l'étape supérieure. Ce n'était plus une simple menace d'avocat, ils avaient fait appel à l'État. Puis-je voir votre carte d'identité ? Ai-je demandé calmement. Bien sûr, répondit-elle en me montrant un badge officiel. Je m'appelle Mademoiselle Schmidt. Puis-je entrer pour parler avec vous ? Je l'ai laissée entrer, sachant qu'un refus aurait empiré la situation. Elle s'est assise et a sorti un dossier. Madame Richter, nous avons été informés que vous avez modifié brusquement vos habitudes financières, que vous avez cessé toute communication avec votre famille et que vous avez installé des systèmes de sécurité excessifs. On nous a aussi dit que vous avez refusé une aide médicale et juridique proposée par vos proches. Chaque mot était choisi pour me faire passer pour une vieille femme paranoïaque. J'ai reconnu la main de Lina dans cette rédaction. Elle a toujours su manipuler les mots. Mademoiselle Schmidt, ai-je dit dignement, je souhaite appeler mon avocat avant de répondre à vos questions. Madame, il ne s'agit pas d'un interrogatoire, mais d'une évaluation de santé. Si vous n'avez rien à cacher, cela ne devrait pas être un problème de discuter. Cette phrase m'a révoltée. C'est exactement ce que disent les abuseurs. Si vous êtes innocente, pourquoi refuser qu'on envahisse votre intimité ? J'appelle mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai à aucune question sans représentation légale. J'ai appelé Monsieur Weber et il est arrivé en 20 minutes. Mademoiselle Schmidt, dit-il en voyant son badge, avez-vous un mandat judiciaire pour être ici ? Ma cliente est sous ma représentation, et toute enquête non autorisée constitue une intrusion illégale. Monsieur, nous avons simplement reçu un rapport de la famille inquiète, répondit-elle, moins assurée. La même famille qui a tenté d'entrer chez elle sans permission, qui a fouillé ses documents et vécu de son argent. Demanda sèchement mon avocat. Il lui tendit un dossier. Voici la preuve des abus financiers et émotionnels. 33 400 $ retirés en 3 ans. Si quelqu'un doit être enquêté ici, ce n'est pas ma cliente. L'assistante sociale lut les documents, visiblement mal à l'aise. Madame Richter, dit-elle finalement, au vu de la situation et des preuves fournies, je ne vois aucune raison d'intervention. Je clôture ce dossier. Après son départ, Monsieur Weber resta silencieux un instant. Renate, dit-il enfin, tout cela va continuer à s'aggraver. Max et Lina dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour tenter de te faire déclarer incompétente. Cela veut dire qu'ils sont désespérés ? Exactement. Cette idée m'a glacée. Pourrait-il essayer de prendre le contrôle de mon argent ? Ils peuvent essayer, mais nous avons des preuves solides que tu es parfaitement lucide. J'ai appelé Diana. Tu vois jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent ? M'a-t-elle dit. Ils ruinent leur réputation, dépensent sans compter, tout ça pour avoir de nouveau accès à ton compte. Elle avait raison. Max et Lina avaient révélé leur vraie nature. Il n'y avait plus de retour possible. Je n'étais jamais vraiment une mère à leurs yeux, seulement une source de revenus. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'a libérée. Je n'avais plus à douter ni à culpabiliser. J'avais enfin compris que me protéger était juste. Ce soir-là, Eleanor m'a présenté à ses amis du club de jardinage, Maria, Carmen et Elfried. Toutes avaient vécu des situations similaires. Nous avons partagé nos histoires. Maria avait dû poser des limites à son frère. Carmen avait coupé les ponts avec sa fille qui ne venait que pour lui demander de l'argent. Elfried avait modifié son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la considéraient comme leur plan de retraite. Le plus douloureux, disait-elle, n'était pas de perdre l'argent, mais de réaliser que l'amour qu'elle pensait avoir n'avait jamais été réel. Renate, dit Elfried avec la sagesse de ses 80 ans, le véritable amour ne s'achète pas. Si tu dois payer pour l'obtenir, alors il n'a jamais existé. Ces paroles furent un baume pour mon âme blessée.
J'avais acheté de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Tu sais ce que j'ai découvert? Leur ai-je dit. Être entouré de gens qui ne t'aiment pas, c'est plus douloureux que d'être seul. Au moins maintenant, quand je suis seule, je suis en bonne compagnie. Nous avons ri et nous nous sommes embrassés avec une nouvelle sagesse. Cette nuit-là, assise dans mon jardin sous les étoiles, je me suis sentie libre. Pour la première fois de ma vie adulte, je ne devais rien à personne. Et au lieu d'en avoir peur, cette liberté m'a rendue heureuse. Je pouvais voyager, rénover ma maison, m'offrir de beaux vêtements, donner à ceux qui en avaient besoin. Enfant, ma vie m'appartenait. J'ai pu investir dans mon propre futur au lieu de financer le présent de personnes ingrates. La liberté se ressentait comme de l'espoir et pour la première fois depuis des années, je voulais planifier mon avenir. Un mois après la visite du psychiatre, je pensais avoir enfin gagné la guerre. Je m'étais installée dans une routine. Je commençais mes journées par le petit déjeuner et la lecture du journal. Je me rendais dans mon jardin, déjeunais avec Éléonore ou l'un de mes nouveaux amis, et l'après-midi, je me consacrais à des activités que j'avais laissées de côté pendant des années. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais avant de devenir la gestionnaire financière de Max et Lina. Mais un dimanche matin, alors que je peignais des fleurs sur ma nouvelle toile, Monsieur Weber est venu chez moi avec une expression qui fit tomber mon sang dans mes veines. « Renate, nous devons parler. » Max et Lina ont signé une demande officielle d'incapacité mentale dans le cadre du Code de la famille. Ils demandent qu'un tuteur légal vous soit assigné. Les mots me tombèrent dessus comme des pierres. Je savais que c'était une possibilité, mais l'entendre prononcer à voix haute la rendait terriblement réelle. Cela signifie-t-il qu'ils peuvent prendre le contrôle de mon argent? Si un tribunal détermine que vous ne pouvez pas gérer vos affaires, oui. Il pourrait assigner Max comme votre tuteur légal, ce qui lui donnerait un contrôle total sur vos finances. Je me suis affaissée sur mon canapé, sentant le poids de la plus profonde trahison que j'avais jamais connue. Mon propre fils essayait de me déclarer légalement incapable pour voler mon argent. Monsieur Weber, quelles preuves pourraient-ils avoir? Vous avez vous-même vu que je suis totalement compétente. Ils ont les témoignages de 3 personnes affirmant que vous vous êtes comporté de manière erratique. Ils ont aussi produit des factures médicales et des prescriptions que vous auriez soi-disant ignorées. Mais c'est faux. Je n'ai aucune facture médicale ni aucune prescription non respectée. Je sais, Renate, mais ils ont fabriqué des preuves convaincantes. Ils ont aussi inclus la déclaration du docteur Lehmann disant que votre refus de coopérer avec une évaluation psychiatrique est interprété comme un signe de troubles mentaux. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de passer un examen inutile en preuve d'une maladie mentale. Ils avaient utilisé mon instinct pour me protéger d'eux comme preuve que j'avais besoin de protection. Qui sont les 3 témoins? Monsieur Weber consulta ses documents. Lina, un voisin nommé Monsieur Davis et quelqu'un prétendant être votre pharmacien, Monsieur Green. Monsieur Davis était le voisin de la rue, un homme désagréable qui avait souvent des problèmes avec moi parce que mes amis s'arrêtaient parfois devant sa maison. Monsieur Green était mon pharmacien, mais je ne comprenais pas ce qu'il pouvait avoir contre moi. Je dois parler avec Monsieur Green, dis-je à Monsieur Weber. Quelque chose ne va pas. Nous sommes allés à la pharmacie ensemble cet après-midi-là. Monsieur Green m'accueillit, surpris et nerveux. Madame Richter, c'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Monsieur Green, vous avez signé une déclaration disant que je montrais un comportement erratique avec mes médicaments. Son visage devint rouge comme une tomate. Madame Richter, votre fille est venue il y a quelques semaines et a posé des questions sur vos médicaments. Elle disait qu'elle s'inquiétait parce que vous agissiez de manière étrange. Et qu'avez-vous répondu? Je lui ai expliqué que je ne prenais que des vitamines et de l'aspirine occasionnellement, que je n'avais aucune prescription,
mais elle a insisté pour dire que c'était une preuve que je ne prenais pas soin de ma santé. Monsieur Weber intervint. Monsieur Green, avez-vous signé un document? Il sortit un document confirmant que Madame Richter avait des habitudes irrégulières concernant ses médicaments. Je pensais que c'était pour son assurance santé, je ne savais pas que c'était pour un accusé. Mon propre pharmacien avait été entraîné à signer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. La manipulation de Lina ne savait rien. Monsieur Green, vous devez rédiger un document expliquant exactement ce qui s'est passé et clarifiant que je n'ai aucun problème avec mes médicaments. Bien sûr, Madame Richter, je suis profondément désolée pour ce malentendu. Après la pharmacie, nous sommes allés confronter Monsieur Davis. Quand nous avons frappé à sa porte, il nous a reçus avec une hostilité évidente. « Que voulez-vous, Monsieur Davis ?» demanda Monsieur Weber. « Je comprends que vous avez signé un document sur le comportement de ma cliente. » « Oui, c'est vrai. Cette femme est folle. Elle agit bizarrement depuis des semaines. Pouvez-vous être plus précis sur les comportements que vous avez observés? Elle installe des caméras comme si elle vivait dans une zone de guerre, elle reçoit des étrangers tout le temps, elle crie à sa famille dans la rue. » Je réalisais que Monsieur Davis avait tout pris hors contexte. Les caméras étaient installées pour la protection. Les étrangers étaient mes nouveaux amis. Les cris étaient ma manière de défendre ma maison contre les intrusions de Max et Lina. Monsieur Davis, savez-vous pourquoi j'ai installé ces caméras? Non, et cela ne m'intéresse pas. Pour me protéger de mon fils et de ma fille qui sont entrés chez moi sans permission et m'ont menacé. Ah, ce que dirait une personne folle, répondit-il brutalement. Il n'y avait aucune manière de répondre. Ces déclarations étaient basées sur des observations superficielles mal interprétées. Cette nuit-là, Monsieur Weber et moi avons planifié notre défense. Renate, nous avons besoin de notre propre évaluation psychiatrique. J'ai un collègue, Monsieur Moore, expert en capacité mentale. Il peut confirmer officiellement que vous êtes complètement compétente. Et si Max et Lina ont soudoyé le juge? Et si tout cela ne compte pas parce qu'ils ont déjà décidé de me déclarer incapable? Renate, le système légal n'est pas parfait, mais il n'est pas totalement corrompu. Nous avons des preuves de votre compétence mentale et de leur motivation. Nous allons lutter contre cela. Le lendemain, je me rendis à mon rendez-vous avec Monsieur Moore. C'était une femme dans la cinquantaine, aux yeux bienveillants mais perçants. Madame Richter, je vais vous poser une série de questions et tests pour évaluer votre capacité mentale. Prenez votre temps et répondez honnêtement. Pendant 2 heures, elle m'interrogea sur ma mémoire, ma capacité de raisonnement, ma compréhension financière et ma santé émotionnelle. Elle me donna aussi des tests cognitifs et me demanda de résoudre des problèmes mathématiques et logiques. Madame Richter, vos résultats sont très au-dessus de la moyenne pour votre âge. Non seulement vous êtes mentalement compétente, mais vos fonctions cognitives sont excellentes. Madame Richter, pourquoi pensez-vous que votre famille agit ainsi? Basé sur ce que vous m'avez dit et les documents que j'ai examinés, il s'agit d'un cas classique d'exploitation. Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. Je quittai la consultation, me sentant validée mais aussi triste. La confirmation de ma santé mentale fut un soulagement, mais elle confirma aussi que le jugement était réel et nécessaire. Ce matin-là, j'ai organisé une réunion d'urgence avec toutes mes amies du club de jardin. Quand je leur ai parlé de la plainte pour incapacité, elles étaient en colère. Renate, nous allons témoigner en votre faveur. Nous avons été avec vous depuis des semaines et personne ne peut nier que vous allez bien. Mieux que bien, dit Cynthia. Vous êtes plus claire et plus forte que beaucoup de femmes de 40 ans que je connais. Elfrida, avec sa sagesse de 80 ans, me prit les mains. Renate, ma chère, ce que vos enfants font n'est pas nouveau. Depuis des générations,
Certains enfants malveillants ont essayé de déclarer leurs parents incapables pour obtenir leur argent. Mais vous avez quelque chose que beaucoup de victimes n'ont pas eu. Documentation, soutien légal et amis pouvant témoigner pour vous. Leurs paroles me donnèrent de l'espoir. Je n'étais pas seule dans ce combat. J'avais un véritable soutien. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je pleurais vraiment. Pas de tristesse, mais de larmes libératrices. Je fis mes adieux au fils que je pensais avoir, au rêve d'une famille aimante, à l'illusion de l'amour inconditionnel. Mais quelque chose de nouveau surgit en moi, une détermination de fer à ne plus jamais me laisser restreindre, ni par mon argent, ni par ma dignité, ni par ma liberté. La bataille avait officiellement commencé, et j'étais prête à lutter. 3 semaines plus tard, le jugement fut rendu. Je m'étais levée tôt, vêtue de ma meilleure robe noire, et je me regardais dans le miroir avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, non seulement ma capacité mentale serait jugée, mais aussi ma dignité en tant que personne, mon droit de vivre libre de toute forme d'abus, ma valeur au-delà de mon compte bancaire. Monsieur Weber arriva à 7 heures pour revoir notre stratégie une dernière fois. Renate, souvenez-vous, le fardeau de la preuve repose sur eux. Ils doivent prouver que vous n'êtes pas compétente. Nous devons seulement montrer que vous l'êtes. Et si le juge est déjà biaisé? Le juge Miller a la réputation d'être juste. J'ai étudié ses affaires passées et il ne favorise pas automatiquement les familles. Il est dédié à protéger les droits des citoyens. Nous arrivâmes au tribunal à 9 heures. Dans la salle, je vis Max portant une nouvelle tenue probablement achetée pour l'occasion et Lina vêtue de noir, comme pour un enterrement. Peut-être l'était-ce, celui de notre relation familiale. Quand nous nous sommes rencontrés, Max évita mon regard, mais Lina me regarda avec une chaleur qui montrait que pour elle, tout cela n'était qu'une transaction commerciale. Leur avocat était un homme plus âgé et élégant, avec la confiance que donnent les victoires passées. Lors de sa déclaration, sa stratégie était claire, me faire passer pour une vieille femme confuse manipulée par des étrangers. Votre honneur, la mademoiselle Renate Richter a montré un trouble mental évident ces derniers mois. Elle a coupé tout soutien financier pour sa famille sans raison rationnelle. Elle a installé des systèmes de sécurité inutiles par paranoïa et s'est isolée des autres via des voisins et des avocats qui profitent de sa situation vulnérable. Chaque mot était choisi pour faire paraître mon autonomie comme de la démence. Puis ils appelèrent leurs témoins. Lina fut la première à témoigner. Elle pleura en décrivant comment j'avais changé, comment je serais devenue hostile et paranoïaque, comment je m'étais isolée de la famille qui m'aimait. Mademoiselle Renate Richter a toujours été comme une seconde mère pour moi. Voir son trouble mental est dévastateur, dit-elle, les larmes aux yeux. Lorsque Monsieur Weber l'examina, les incohérences dans son histoire devinrent visibles. Max et d'autres témoins mentirent ou interprétèrent mal mes comportements. Le docteur Moore confirma mon excellent état mental. Éléonore et mes amis témoignèrent de ma clarté, de ma vitalité et de ma capacité à maintenir des relations sociales. Enfin, ce fut mon tour de témoigner. Je me levai avec dignité et me rendis à la barre, ressentant le poids de mes 71 ans d'expérience, de la sagesse acquise par la douleur et de la force trouvée dans l'adversité. Les 33 400 $ que j'ai dépensés en 3 ans représentent l'humiliation d'avoir été exclu de cérémonie, la manipulation constante et émotionnelle, la violation de ma vie privée, les menaces légales. Pourquoi ai-je cessé de soutenir financièrement mon fils et ma fille? Parce que j'ai compris que ce que je recevais d'eux n'était pas de l'amour. C'était une transaction déguisée en relation familiale. Mon argent était bienvenu, mais moi, en tant que personne, je ne l'étais pas. Quand l'avocat de Max tenta de me faire passer pour confuse, je répondis à chaque question avec clarté et précision. Le juge Miller se retira 2 heures en délibération. Quand il revint, il déclara: «
Il est évident pour ce tribunal que mademoiselle Renate Richter est totalement capable. Les évaluations psychiatriques confirment sa compétence. Ses décisions financières, bien que douloureuses pour sa famille, sont rationnelles et dans son droit. Mon cœur battait à tout rompre. De plus, la preuve montre que cette affaire est motivée par l'intérêt financier plutôt que par le souci réel du bien-être de madame Richter. Le tribunal rejette donc la demande de tutelle. J'avais gagné. Non seulement le tribunal, mais ma liberté, ma dignité et mon droit de vivre sans abus. Lorsque nous sortîmes, je vis Max et Lina parler avec leur avocat. Lina me lança un regard de haine avant de partir. Max me regarda une dernière fois, et pendant un instant, je crus percevoir un retour, mais il était trop tard. Cette nuit-là, Éléonore organisa une célébration à la maison avec toutes nos amies. Nous célébrâmes la justice, la liberté et la solidarité des femmes fortes. Renate, aujourd'hui tu n'as pas seulement gagné un tribunal, tu as retrouvé ta vie, me dit Elfriede. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, l'avenir m'appartenait entièrement. Je pouvais voyager, aimer, créer et vivre sans peur, sans culpabilité, sans manipulation. 3 mois plus tard, je vendis ma maison et emménageai dans un appartement près du centre-ville. Je donnai la moitié de mon argent à des organisations protégeant les personnes âgées des abus familiaux. Avec l'autre moitié, je vécus la vie que j'avais toujours désirée. Je voyageai en Europe, pris des cours d'art et rejoignis des groupes de bénévoles. Je n'entendis jamais plus parler de Max et Lina. J'appris seulement qu'ils durent emménager et que Lina trouva enfin un travail. Peut-être que l'adversité leur apprit ce que ma générosité ne pouvait jamais leur enseigner, la valeur du travail honnête et de l'indépendance. Certaines nuits, en regardant les étoiles depuis mon nouveau balcon, je repense à la femme que j'étais un an plus tôt, effrayée, manipulée, croyant devoir acheter l'amour. Cette femme est morte. Aujourd'hui, je suis née de nouveau, ayant compris une vérité fondamentale. L'amour véritable n'a jamais de prix et la liberté n'est jamais trop chère. Je m'appelle Renate, j'ai 72 ans, et j'ai enfin appris que la personne la plus importante que je dois aimer et protéger, c'est moi-même.